montagne? L'alpinisme. Ah, mais on m'avait dit que c'était le bilboquet. Oh non, je préfère l'alpinisme. Pourtant, vous êtes forte au bilboquet, non? Ah oui, mais l'alpinisme, c'est autre chose. Oh, ben ça, je ne le conteste pas. L'alpinisme et le bilboquet seraient difficiles de faire plus différents comme sport. Remarquez, l'essentiel, aussi bien avec la montagne que le bilboquet, c'est de passer un bon moment, non? Oui, oui, mais tout de même, vous savez, l'alpinisme... Oui, mais bon, je suis assez mal placée pour en parler. Je connais bien la forêt, je connais bien la mer, je connais bien la campagne. Qu'est-ce que je... Ah oui, la ville, bien sûr, je connais très bien la ville. Mais la montagne, zéro. J'y suis jamais allée. Oh là là. Vous pensez à quelque chose. Vous avez l'œil vague tout à coup. Attendez que je devine à quoi vous pouvez bien penser... Ah, au petit cousin de Georges. Non. Ah, au bilboquet. Non. À l'alpinisme? Oui, à l'alpinisme. Moi, quand je pense à l'alpinisme, ça me fait rien du tout. Bien sûr, vous ne savez pas ce que c'est. Ben, la prochaine fois que j'aurai des vacances, j'irai voir comment c'est la montagne. C'est joli. Oh non, c'est affreux la montagne. Pour aimer la montagne, faut aimer les affres. C'est pas votre genre. Vous avez le tempérament classique. Je suis sûre que vous lisez Racine pour vous endormir. Oui, mais j'aime bien Boileau aussi, hein. J'appelle un chat un chat. 20 fois sur le métier, je remets mon ouvrage. Ce que je conçois bien s'énonce clairement. Une merveille absurde et pour moi sans appât. Et je trouve que parfois, le vrai peut ne pas être vraisemblable. Bon, enfin tout quoi. Mais, enfin, j'ai beau être classique, je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas la montagne. Car enfin, il n'est pas de serpent ni de monstre odieux qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux. C'est pas pareil. Pour aimer la montagne, faut être romantique. Ouvrez n'importe quel manuel de littérature, vous verrez qu'avant Jean-Jacques Rousseau, la montagne, ça n'existait pas. Ah bon? Tenez, un test pour voir si vous comprenez les écrivains postérieurs à Jean-Jacques Rousseau. Essayez de dire d'un air extasié, c'est affreux, c'est horrible, hein, c'est épouvantable. Écoutez, décidément, tout ce que vous me dites sur la montagne me tente très peu. Je crois que j'irai passer mes vacances de Noël au nord de la Marne, comme d'habitude. Ah, mais même les écrivains modernes, je les comprends. Je vous paye des prunes si vous arrivez à dire convenablement ce qu'ils écrivent. À dire, par exemple, avec un sentiment de jubilation, c'est dégueulasse. Quel tempérament romantique vous avez! Mais je préfère le bilboquet. Oui, enfin, vous n'avez pas le sens de la grandeur. Oh ben que si, bien sûr que si, j'ai le sens de la grandeur. J'aime beaucoup le château de Versailles. Il est très grand. Oui, si vous voulez dire par là qu'il est plus grand que votre appartement, bien sûr. Mais ce n'est pas ce que je veux dire, vous ne me comprenez pas. Alors, la montagne, c'est affreux. C'est effroyable. Vous n'avez pas idée du fouillis que c'est. Il y a des coins partout, c'est tout troué, ça s'écroule, il y a des endroits où le soleil ne vient jamais. C'est plein de zigzags, enfin c'est un truc qui ne devrait pas avoir de nom. Écoutez, faites un effort. Vous me parlez de la montagne comme si je savais ce que c'était, mais ça ne me dit rien. Faites un effort. Attendez, comment expliquer ce que c'est que la montagne à quelqu'un qui n'en a jamais vu? Attendez... Vous avez déjà vu la mer? Oui. Eh bien, ce n'est pas pareil. Imaginez une mer qui ne bouge pas, mais qui est tout de même de grosses vagues. Ah ben non, c'est pas possible. Si. Il manque encore quelque chose. Une mer complètement démontée, mais pas liquide. Oh ben non, alors une mer qui ne serait pas liquide, ça ne serait pas une mer. Oui. Il manquerait encore quelque chose pour ressembler vraiment à une montagne. Ce qui frappe au premier coup d'œil dans la montagne, c'est qu'elle est très grosse. On ne peut pas imaginer une chose plus grosse que la montagne. Ah mais si, je pense à une baleine. Eh bien, la montagne, c'est une baleine encore plus grosse qu'une baleine. Mettons un amas de baleines qui ne bougeraient pas, qu'on aurait déversé par terre comme un tas d'ordures. Ah. Il manque encore quelque chose. Ce seraient des baleines très accidentées, plutôt anguleuses que rondes, vous voyez. Puis alors pas du tout élastiques, hein, des baleines bien dures. Ah non, alors là, finalement, ça ressemble plus du tout à des baleines, ce que vous me dites là.
Moi, pas vraiment. Personnellement, l'idée de comparer la montagne à un amas de baleines ne me serait jamais venue. Mais dites-moi, alors c'est fait de quoi la montagne? Je ne peux pas vous dire. En surface, il y a de la terre, des cailloux, de la neige. Mais l'intérieur, on ne peut pas entrer dedans. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ce qui compte surtout dans la montagne, c'est ce qu'on ne voit pas. Le dedans. Non, alors, je ne veux pas y aller, ça me ferait trop peur. Oh, mais pensez-vous, il y a des hôtels où on se croirait à Paris? Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas comment vous pouvez aimer ça. Vous, qui aimez par ailleurs des choses tellement délicieuses. Mais enfin, comment pouvez-vous aimer à la fois la montagne et le bilboquet? Éphéméride. Un, deux, trois. 1, 2, 3, les studios, oui. Oui, je suis en direct dans 10 secondes. OK? Dans cette véritable confiture, non pas de rhubarbe, mais de rubrique, dont ce magazine vous configure assez bien l'aspect d'une confiture, messieurs, dames, j'aimerais que ma rubrique, celle-ci, la voici ma rubrique, figurât cette petite reine des fruits qu'est la fraise. La fraise, en effet, comme vous le savez, dans la vieille symbolique de nos pères, est le symbole de l'histoire. De même que la cerise est le symbole de la géographie, la poire de l'arithmétique, la banane de l'anatomie, le melon de la balistique, la pistache de la démonologie et la pomme de terre. L'histoire donc, la fraise, veuillez m'excuser, non pas que je sois historienne, hein. Tant s'en faut qu'à cela ne tienne, qu'à cela m'en préserve, que le ciel m'entende. Mais l'histoire, mesdames et messieurs, c'est nous, c'est vous, qui la font, peu ou prou, petit à petit, à petit, à petit. On est dedans, et c'est pourquoi l'opportunité m'a paru particulièrement opportune de présenter, ou plutôt de présenter ici, une petite rubrique, non pas espagnole, mais historique. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes papiers? Allez, voici. En amont, une petite éphéméride. Une petite, plus exactement, une petite fraise émérite. Et ce, 7 fois par semaine, à l'heure du déjeuner, si toutefois on ne me fiche pas définitivement à la porte, vu mon grand âge. Chaque jour donc, à propos, ou plus historiquement, comme disait Henri IV, à Poulopo, d'un anniversaire particulièrement important. Ainsi, nous évoquerons ensemble quelques-unes des grandes ombres de notre vieille humanité, humanité dont nous partageons tous. Chers auditeurs, quelques-uns des traits les plus principaux, tels que la station verticale, les 2 pieds, les 2 mains et le nez au milieu de la figure. Or, cette semaine, c'est de Denis Papin que nous nous souviendrons à l'occasion de son 9e anniversaire. Suis-je besoin, pour cette commémoration, d'un véritable historien? Ah, certes non. Il suffit d'avoir de la mémoire, hein, point c'est tout. Du reste, mon auditeur ne tardera pas à se rendre compte que, loin d'être un historien, je n'en sais pas plus que mon auditeur sur le grand-père de nos locomotives. Et ce, rien qu'à la manière que je vais avoir de brosser la figure de ce fabuleux individu, Denis Papin. Denis Papin est né... Bon, il est né, hein. C'est du reste ce qui lui a permis de mourir un peu plus tard. Il est né en... Je vais vous dire ça tout de suite.
Il est né... Bon, il était, c'est bien simple, beaucoup plus jeune que son collègue, immortel lui aussi, un grand anglais, Newton, que les Français prononcent Newton. Quant à Parmentier, dont nous célébrerons bientôt l'anniversaire, nous aurons l'occasion d'en reparler tout de suite, dans pas longtemps. Si, en effet, c'est une pomme qui tombait d'un arbre, non probablement d'un pommier. Je dis si, en effet, Newton dut à la chute d'une pomme de devenir l'inventeur de la gravitation universelle. Ce fut à cause de la brusque éruption d'une pomme de terre sous son pied que Parmentier devint l'inventeur de la pomme de terre. Quant à Denis Papin, voici comment les choses se passèrent. Un jour, un matin, un peu avant midi, Denis Papin, assis près d'une marmite, attendait qu'y achevassent de cuire quelques-uns des tubercules dits patates que son collègue venait de lui rapporter d'Amérique dans son Panama. L'invention de la pomme de terre par Parmentier, en effet, précéda de bien peu l'invention par Denis Papin de la pomme vapeur. Mais ce n'est pas fini. Il était donc là, assis Papin, attendant que cela cuise. Il ne pensait à rien. Il regardait en l'air, la bouche ouverte, à la manière de Newton, et il écoutait distraitement un oiseau qui chantait. Tout à coup, il lui semble qu'un second oiseau, cui-cui, venait de se mettre à chanter. Oui, pas de doute. Voilà qu'il entendait chanter deux oiseaux. « Qui ? Comment ?» se dit Denis Papin. « Aurais-je deux oreilles ?» Oh, vous savez ce que c'est. Hein. Quand on ne comprend pas, on s'imagine les pires des âneries qui vous viennent pour tâcher de s'expliquer les choses. « Aurais-je deux oreilles ?» Ah, bah non, heureusement, il n'en était rien. Denis Papin eut beau se tâter, il n'avait qu'une oreille, comme tout le monde. En réalité, ce qui chantait, en plus de l'oiseau, c'était la marmite où bouillonnaient les pommes de terre dans l'eau. Et c'est à partir de ce gazouillis que Denis Papin inventa le sifflet à vapeur. Et l'on peut dire qu'une fois inventé le sifflet à vapeur, la locomotive était née. Invention du reste totalement inutile, puisque les trains marchent à l'électricité. Denis Papin, lui, était né bien avant sa locomotive. Il était né en... Merde, j'avais un petit bout de papier où c'était marqué dessus. Si j'ai parlé si longuement de lui aujourd'hui, c'est uniquement à cause de son anniversaire. Hein. Ceux de mes auditeurs, nombreux, je le sais, qui me pressent de parler de Gutenberg, voudront bien m'excuser. Patience, patience. Gutenberg, c'est une toute autre histoire. À vous les studios. Tragédie classique. Au Gala d'Union. Non, Au Théâtre Français. non, Au Palais de Chaillot. non, au théâtre français. Au Théâtre Français ou au Palais de Chaillot? Au théâtre français, au palais de Chaillot, peut-être ailleurs. Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, c'était vraiment rudement bien joué. Hein. Une tragédie, c'était. De Racine. Non, De Corneille. non, de Racine. Mais enfin, de Racine ou de Corneille? Je sais plus. Je sais plus. De Racine, de Corneille. En tout cas, c'était rudement beau. Et émouvant. Oh là là. On était émus. Oh, Ah, vous étiez avec votre femme? non, non, non. Vous étiez seul. Non, j'étais avec ma femme. Vous étiez seul ou avec votre femme? Je
Je sais plus. Mais je sais plus tellement c'était beau, tellement on était émus. Oh, ma femme surtout. Oh, elle était émue. Enfin, d'ailleurs, je vous dis ça, mais c'est que des suppositions. Parce que ma femme, figurez-vous, eh ben, je l'ai pas revue depuis. Ah bah elle a dû rester au théâtre, hein, tellement elle était émue sur son strapontin. Bon alors moi, ce que je peux dire, c'est que je suis sortie du théâtre, puisque je suis là. Mais alors comment ça s'est fait? Alors ça, je peux pas le dire. J'ai dû suivre la foule en somnambule, comme ça. Et je me suis réveillée que le lendemain, chez Paulette. Oh, mais qu'est-ce que c'était beau! Oh, c'était beau. Si beau que ça? Oh, mais le début, surtout. On était sous le charme, c'était... Parce que vous savez, les vers, c'est tellement beau, on est sous le charme et hop, on a tendance à s'assoupir au bout d'un moment. Oh. Mais vous pourriez pas essayer de me réciter quelques vers du début? Peut-être que je reconnaîtrais. Ah bah si, sûrement, si. Seulement, attendez. Vous n'avez pas de mémoire. Moi? Non mais alors moi, j'ai une mémoire d'outre-tombe. Hein. Il suffit que je sois émue. Bah alors seulement ma mémoire, elle a beau être hallucinante, et ben Vous sais avez pas ce que j'en ai fait. vous avez votre mémoire sur vous? Ah bah oui, dans un bout de papier journal, oui. Alors seulement, voilà, faudrait pas que je l'ai perdu quand même, parce que... Ah bah non, c'est bon, je l'ai trouvé. Je savais plus dans quelle poche je l'avais mise. C'est bon. Elle est toute petite. C'est une mémoire qui me vient de mon grand-père. Paraît qu'elle a appartenu à un cheval. Mince. Enfin, vous allez voir comment elle va vous le réciter. Sur le bout des doigts, ce début de tragédie. Moi, rien que d'y penser, ça me fait mal au nerf. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Et comment ça marche? Ah bah, il suffit d'appuyer dessus. Alors, tenez, calez-vous dans votre fauteuil, là. Et écoutez-moi ça, parce que... Voilà. Vous appuyez. Oui, j'appuie dessus avec le pied. Ça, c'est les 3 coups du théâtre. Ok, donc, les rideaux s'ouvrent sur quelque chose d'abstrait. Dans les noirs et blancs, avec une pointe de rouge. Et là, les personnages rentrent. Crac, crac, crac. Ça, c'est le bruit de leurs pas. Et alors, tenez-vous bien, parce que là, ils vont se mettre à causer. Quoi? 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 Seigneur, je vous vois! Le guerrier sur sa tour, de sa trompe a rallumé le jour! Et déjà... Ma présence a de quoi te surprendre, Butane, je le sais. Depuis que, de mon gendre, ces murs trop glorieux protègent le sommeil, il n'est plus de repos pour mon antique orteil. Ô murs de mon enfance, hélas, dépositaire, et qui seraient bientôt mes pierres funéraires, vous seuls pouvez savoir ce que pèsent mes pas. Et c'est de vous qu'en marchant, j'espère, le trépas. Et mon seul réconfort est que, plus d'une année, vos ruines survivront à la ruine d'aînés. Votre ruine, Seigneur! Aujourd'hui que vos ans n'ont pas encore atteint leur énième printemps! Je suis jeune, il est vrai, mais pour avoir des billes, à qui se sert du feu, qu'importe les torpilles. Le feu, pour un monarque, a des attraits nouveaux, que n'ont pas des canons faire resplendir les veaux. Et j'en sais plus d'un seul qui, par cette campagne, aspirerait sans honte aux honneurs de l'Espagne. Et s'il me faut sans fin avouer mes pensées... Nanana, Butane, je le sais. Chacun, par son nana, de mon excès de gloire, a pu sans en rougir
m'en amputer l'histoire. Et mes larmes, Nana, témoigneraient assez que leurs crimes jamais ne seront effacés. Quoi? Vous, nanana, Seigneur, en vos alarmes? Le nanana des pleurs et le nanana des larmes! Nana, hélas! Et re-nana, nana. Nanana, 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 nana. Nanana, na, nana, nanana, nana, 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 na. Nanana, na, na, nanana, 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 nanana. Et alors là, ça devient un peu flou parce que c'est là que j'ai commencé à m'endormir. Donc ma mémoire aussi, c'est pour ça. Tout de même, je n'eus pas cru que vous eussiez une si bonne mémoire. Hein. Non mais quand c'est beau, ça reste, hein. Ah oui, c'est beau ça, le nanana, nana, nana. Oui, hein. Oui. Tout de suite, on reconnaît Ou Racine. Corneille. Ou Corneille, oui. Nanana, nanana, nana. Nanana, nana, nana. Oh là là. Oh, il n'y a qu'en France qu'on fait des trucs comme ça. T'as pas pensé? Non mais les Anglais ils peuvent s'aligner avec leur Shakespeare. Hein. Nanana, nanana, nanana. Oui, nanana, nanana, nanana. Ce qui est beau surtout, c'est la mémoire.